là, voilà qui est fait. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette opération terrain, la neuvième. Le mois prochain, on arrivera sur un chiffre rond. Bienvenue sur cette opération terrain du mois de mai. Comme vous voyez, on est plutôt nombreux ce soir, puisque nous sommes en compagnie du docteur Pascal Cassan, qui est directeur du Centre mondial de référence au premier secours à la Croix-Rouge française, mais au Centre mondial de référence au premier secours de base, à la Fédération. Docteur Mohamed Bendali, qui est le directeur des départements des premiers secours, de la jeunesse, du volontariat et de la gestion des catastrophes au Croissant Rouge marocain. Julien Manori, qu'on ne présente plus. Et puis moi-même, pareil, je pense qu'on ne me présente plus. Aujourd'hui, comme je vous le disais, webinaire sur l'interculturalité en DPS. C'est un sujet qui est dans l'actualité, puisque comme vous le savez, cet été, nous allons accueillir des personnes du monde entier sur le territoire, et donc il va falloir s'adapter sur les prises en charge que l'on aura. Pascal, je te laisse passer la diapo suivante, s'il te plaît. Hop. Si vous souhaitez utiliser les sous-titres, vous pouvez. Vous avez un petit logo qui s'appelle Afficher les sous-titres. Vous cliquez dessus et comme ça, vous pourrez directement les afficher. Comme c'est écrit, on va s'efforcer d'articuler pour que les sous-titres soient le plus corrects possible. Et même en articulant, des fois, c'est pas le cas. En tout cas, on va faire notre maximum. N'oubliez pas également le petit bouton Q et R pour poser toutes vos questions. Et à la fin du webinaire, on aura un temps de questions-réponses animé par Julien. Et comme ça, toutes les questions que vous avez, on essaiera d'y répondre un maximum. Vous avez également le chat où je vois qu'on a plein de messages qui défilent. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreuses et nombreux. Diapo suivante, s'il te plaît, Pascal. Hop. Et on salue, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos bénévoles de la 2F2S, de la Croix-Blanche, de l'UNAS, de l'Ordre de Malte, qui font partie du coup du groupement interassociatif pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, Opération Terrain, c'est votre rendez-vous de se dire, bah voilà, c'est le moment où on peut poser toutes les questions. On a des thématiques tous les mois et il faut qu'elles vous répondent et qu'elles répondent à une réalité de terrain. Donc, on fait tout notre possible pour que les thématiques soit en lien avec ce qui arrive dans les semaines, mois qui arrivent prochains. En tout cas, qu'on soit toujours au cœur de l'actualité. Je vais pouvoir laisser la parole au docteur Pascal Cassan qui va débuter, et puis le docteur Bendali en suivant pour nous parler des spécificités du croissant rouge marocain. Merci beaucoup parce que c'est un plaisir d'abord d'être avec autant d'acteurs de terrain et c'est un plaisir surtout d'être avec Mohamed Bendali parce que nous allons parler de quelque chose qui nous est cher. C'est l'interculturalité, c'est-à-dire eh bien nous ne sommes pas tous les mêmes et que nous nous devons de respecter cela et que c'est un sujet qui n'est pas technique justement. Vous n'allez pas voir un geste technique ce soir. On va parler de rapports humains. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Tout d'abord, une définition, parce que c'est important de partir sur ce qu'est l'interculturalité. Et c'est vraiment la préservation et le respect des identités culturelles. Nous devons nous rendre compte que même si nous sommes différents, le rapport doit être égalitaire. Nous devons prendre en compte nos différences et surtout essayer d'adapter notre savoir-vivre avec des personnes qui sont différentes de nous. Alors tout d'abord, un tout petit mot parce que c'est la page publicité, c'est le Centre mondial de référence des premiers secours. Pourquoi? Parce que la Croix-Rouge française a choisi depuis maintenant plus de 10 ans d'héberger le Centre mondial de référence des premiers secours des 191 sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et cette équipe que j'ai le plaisir d'animer, vous reconnaissez également le docteur Méran qui est un habitué des interventions ces thématiques qu'on vous présente le soir. Eh bien, cette équipe qui m'entoure, c'est un plaisir car justement une équipe pluridisciplinaire et surtout avec plus pratiquement une dizaine de langues parlées par nous tous. Ça montre déjà l'importance de l'interculturalité et la communication au sein de notre action de la fédération. Donc nous devons prendre en compte les différentes cultures. C'est un élément
essentiel et nous sommes là pour ça parce que en plus, nous avons la chance cette année de recevoir des personnes de toutes les nationalités. Alors, une petite 3 diapositives pour dire, mais comment on est dans le monde? Eh bien, en fait, il y a 3 grands types. Il y a 3 grands types de personnalités. Il y a les personnalités multi-actives. C'est celles qui ont tendance à parler plus qu'à écouter. Alors d'habitude, vous avez le docteur Méran de Marseille, ça rentre exactement dans la définition, hein. C'est quelqu'un qui eh bien, aime parler, mais moi aussi, alors, donc je partage cela. Et ils ont, ces personnes, eh bien, plus souvent l'habitude de partager des informations que les autres cultures. Et ça, c'est effectivement, bon, en général, ce sont des gens quand même qui parlent beaucoup avec les mains, très démonstratifs. Dans une conversation, vous leur dites bonjour, ils font le reste. Ils font plusieurs choses à la fois. Et puis, eh ben, du coup, ils viennent de régions un peu. Alors évidemment, tout ça là, n'est pas. Nous ne sommes pas dans un gravé dans le marbre. Et bien sûr, il y a des différences, mais souvent, ce sont des personnes qui viennent d'Europe du Sud, donc de la Méditerranée, des pays eh bien, qui sont plutôt latins, l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne en général, et puis cela fera plaisir à Mohamed et à Bassam qui m'assistent également au sein du Centre mondial, les cultures arabes qui aiment parler, qui aiment eh bien, prendre la parole, discuter, et puis bien sûr, eh bien, il y a d'autres cultures du Moyen-Orient et de l'Inde, par exemple. Après, il y a les personnes de type réactive. Alors pourquoi tout ça? Parce que toutes ces personnes, vous allez les rencontrer sur le terrain lorsque vous faites des postes de secours et en particulier dans un milieu comme les JO, vous allez rencontrer des personnes et ces personnes de type réactif, différentes des précédentes, elles sont beaucoup plus calmes. Beaucoup plus calmes, elles créent l'harmonie et elles écoutent. Elles sont en général courtois, amiables c'est des gens justement qui sont plutôt diplomatiques, qui eh bien, ont tendance eh bien, ne jamais être agressifs, accepter, en tout cas de manière, on va dire, directe, ce que disent les autres. Ces groupes, eh bien, c'est vrai que c'est souvent dans les continents indiens qu'on les trouve. Alors tout ceci n'est évidemment que n'est pas une caricature, hein, mais c'est vrai que les pays d'Asie sont bien sûr les personnes qui sont les personnes qui représentent la majorité de ces personnes qui sont très à l'écoute et respectueuses. Et puis il y a un troisième type de personnalité, ce sont les types, un type qu'on dit linéaire actif, c'est eh bien elles ont tendance à recevoir les informations, elles sont plutôt assez directes. Parfois les autres cultures sont un peu choquées de leur directivité et de dire vraiment ce qu'elles pensent directement. C'est effectivement souvent le monde anglo-saxon qui n'hésite pas, même s'ils sont polis, eh ben, à vous dire réellement ce qu'ils pensent. Et nos collègues britanniques, nos collègues d'Amérique, mais aussi la Scandinavie en Europe, eh bien, représentent ce type de personnes. Alors, bien sûr, il y a d'autres différences. Ça, ce serait un résumé trop simple pour parler des différences et de la multiculturalité. Alors, tout d'abord, il faut se dire que la multiculturalité, eh bien, montre que dans certains pays, eh bien, le manque de confiance en soi est un effet important. Par exemple, y compris pour des secouristes, mais pour un premier intervenant aussi, ce qu'on appelle l'effet témoin. C'est je suis devant un accident, mais j'ose pas. J'ose pas parce que, eh bien, je ne sais pas si je vais bien faire ça. Et bien sûr, eh bien, il y a cet effet témoin. Et puis deuxièmement, c'est parfois, et dans les groupes que je viens de citer, la peur de la judiciarisation. Nos collègues anglo-saxons sont très sensibles à cela, il faut le savoir. Et bien sûr, ben, je parle du secouriste, du sauveteur, mais la victime elle est exactement dans la même situation. Elle peut avoir un manque de confiance en son sauveteur. Et puis se dire, oui, si ça se passe pas bien, je vais voir, hein, mais peut-être que je vais faire appel à quelqu'un parce que je trouve ça pas ça normal. Donc, toutes les cultures peuvent présenter ce genre de réponse. Et puis, il y a l'aspect culturel et religieux.
vous rencontrerez et vous rencontrez en France, grâce à notre melting pot que nous avons en France, eh bien des situations où l'aspect confessionnel doit être respecté. Euh, les périodes de jeûne, les personnes voilées, eh bien tout ça, nous devons le prendre en compte. Nous en reparlerons avec le docteur Ben Ali, mais le contact homme-femme, eh bien, n'est pas si simple. Peut-être pour vous, alors que vous êtes eh bien, dans l'Hexagone, eh bien, ça ne vous paraît pas si évident que ça. Et vous dites, mais pourquoi on fait pareil? Non, pas du tout. Le contact homme-femme est difficile lorsque l'on est dans certaines cultures. Et de ce fait, eh bien, ceci doit être pris en compte. Et comme je sais que, et bien sûr, vous êtes des secouristes et c'est sur le terrain, c'est le terrain dont nous parlons, mais aussi dans la formation, parce que certains d'entre vous sont formateurs, nous devons respecter ce respect du genre. Et puis, dans le domaine du soutien psychologique, qui est quand même la première chose que l'on va faire lorsque je prends en charge une victime, c'est lui parler. Et nos collègues anglophones ont un 3L, ce qu'ils appellent le look, listen and link, c'est-à-dire toujours, toujours observer, écouter et prendre contact avec celui que l'on va secourir. Eh bien, c'est vrai que on se doit d'être différent, même pour prendre une main. Il faut croire que, eh bien, des personnes n'ont pas envie d'avoir ce contact et il faut effectivement poser la question à la personne avant de lui mettre une main sur une épaule ou de lui prendre la main. Bien sûr, je ne parle pas des victimes inconscientes et qui ne respirent pas, ça ne se pose pas dans ce cas-là. Mais par contre, heureusement, la majeure partie des personnes que vous prendrez en charge, eh bien, parleront avec vous. Et c'est vrai que là, il faut prendre en compte ces différences sur le plan psychologique. Et c'est tout l'intérêt, nous y reviendrons, d'avoir des équipes mixtes, ouvertes d'esprit. Et quand je parle de mixte, ce n'est pas seulement le sexe, mais nous allons y revenir. Parce que il faut protéger, et ça c'est un des grands principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la différence de genre et l'inclusion. Et cette protection, elle doit être fondamentale, tant dans des situations, on va dire, quotidiennes, qu'exceptionnelles, comme vous allez vivre aux Jeux Olympiques, et je ne l'espère pas, mais lors de catastrophes ou d'autres types d'accidents. Il faut prendre en charge des personnes différentes, euh, avec des identités de genre différentes, parfois, avec des races différentes, et le mot race n'est pas n'est pas un gros mot, même si en français, c'est vrai que nous avons tendance à être péjoratifs lorsque l'on parle de race, mais dans toutes les autres langues, cela veut dire simplement que nous ne sommes pas issus effectivement de la même origine, même si le premier homme est le même. Eh bien, il faut penser que nous avons un arbre qui s'est déployé avec des différentes origines. Et évidemment, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Et là, dans ces cas-là, ils ne réagissent pas pareil lors des catastrophes, lors des conflits, lors des crises. Et cette protection, nous devons absolument le prendre en compte parce que, eh bien, cela peut entraîner euh, des, des augmentations de violence. Alors, bien sûr, vous entendez parler beaucoup de la violence sexuelle basée sur le genre, mais cela existe en termes de réaction à du stress. Et bien sûr, vis-à-vis des enfants, eh bien, il faut effectivement prendre en charge ces personnes avec une grande compassion parce que, eh bien, nous ne pouvons pas parler à tout le monde de la même manière. Et puis, il faut prendre également en compte les différents facteurs dans certaines cultures. Pour certaines cultures, c'est l'âge, c'est-à-dire qu'on respecte beaucoup le plus âgé et souvent il est respecté et il est le plus légitime. Donc, lorsque vous allez intervenir peut-être dans des groupes qui pourraient être des groupes eh bien, de spectateurs, il peut y avoir cette expérience que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde à la place de la victime. Cela peut plus vous choquer, mais parce qu'on aime bien parler à la victime, mais il s'avère que dans certaines cultures, eh bien, cette personne a le rôle paternel de protection et il se doit, alors je ne parle pas d'un père vis-à-vis d'un fils, c'est vraiment la personne qui a la plus grande expérience de la vie, qui eh bien, peut prendre en charge ce groupe. Et ça, c'est un élément important. D'autres
d'autres cultures, eh bien, vont privilégier le côté technique, c'est-à-dire la formation médicale comme la plus légitime. Et c'est vrai que ça peut un peu vous dérouter parce que ce sera quelqu'un d'à côté de la victime qui va répondre à vos questions. Il va peut-être à un moment dire, mais attendez, je parle à cette personne. Attention simplement de vous dire, peut-être que c'est une règle simplement de fonctionnement du groupe. Alors, il faut respecter ces différences. Là encore, je vais le répéter, mais l'équipe mixte, mixte en sexe, mixte en âge, c'est un élément important. L'intérêt d'une équipe intergénérationnelle, même si la moyenne de nos secouristes sont jeunes, nous le savons, il est vrai que l'intergénération est un élément super important dans la prise en charge de nombreuses victimes. Et puis, un respect strict, je sais, nous sommes dans un milieu interassociatif, mais je suis persuadé, parce que qu'on est secouriste, et bien que l'on respecte les principes Croix-Rouge, Croissant-Rouge, parce que c'est quelque chose de tellement évident lorsque je veux porter secours que d'assurer sa propre neutralité, sa propre humanité, et je passe évidemment sur les autres principes. Alors, avant de donner la parole au docteur Bendali, c'est vrai que vous pouvez aller sur ce site qui est le site du Centre mondial de référence. Ça, c'est pas pour de la pub, c'est pour que vous alliez effectivement chercher éventuellement des renseignements, tous les renseignements possibles. Alors nous parlons dans les 4 langues de la fédération, donc vous trouverez, alors bien sûr, il y a beaucoup de choses en anglais, mais vous pourrez trouver des choses, si vous n'êtes pas coutumier des langues, eh bien des choses bien sûr en français, mais n'hésitez pas d'aller chercher des renseignements. Et puis, n'oubliez pas, les premiers secours, c'est guidé par l'épreuve. D'ailleurs, les précédents webinaires vous rappellent la base de votre action sur le plan technique. Et c'est effectivement important. Mais attention, c'est basé sur des preuves, mais c'est réalisé par des personnes. Donc, vous n'allez pas arrêter une hémorragie. Vous allez vous occuper d'une personne qui saigne. C'est bien différent. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que la technique ne suffit pas. Il faut savoir un peu, beaucoup, eh bien, faire une action qui va pas forcément correspondre au référentiel technique, mais surtout au référentiel humain qui est important dans votre rôle de secouriste. Alors, on est sûr que le dénominateur commun entre nous, eh bien, c'est notre culture de vouloir eh bien, aider les personnes, de mettre en valeur eh bien, nos principes. Et là, c'est quelque chose d'important. Et je vais laisser la parole au docteur Mohamed Bendali, qui a une grande expérience et qui peut nous parler justement de quelque chose de très pratique dans l'environnement de l'Afrique du Nord et plus particulièrement le Maroc. Mohamed, c'est à Oui. vous. Merci, docteur Pascal. Merci à tous les organisateurs de me permettre d'échanger l'expérience du Maroc. Et en fait, ce que je vais citer ici, ça, il s'applique à à toute l'Afrique du Nord, vu qu'on partage le même territoire, les mêmes cultures arabo-musulmanes. Il y a la culture amazigh. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, en termes de marketing, diapo suivante, le croissant rouge marocain. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour faire le croissant rouge marocain, nous avons un mandat en tant que société nationale. Nous travaillons sur le volet santé, aussi sur le volet catastrophe, donc en termes de préparation et d'intervention catastrophe, et aussi le grand chapitre sur la réduction de risques. Et nous travaillons aussi aux côtés des vulnérables dans les actions sociales, dans la formation, etc. Bien sûr, avec des partenaires du mouvement telle que la Croix-Rouge française qui est avec nous maintenant, qui nous accompagne sur l'intervention que nous menons maintenant suite au tremblement de terre, la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge espagnole et la Fédération et d'autres sociétés nationales sœurs qui travaillent soit en présence, soit en présentiel avec nous, soit par des aides financières, des aides techniques, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes de, voilà, de, type-
voilà, de ce qui a été déjà dit et et parlons un peu du contexte du Maroc. Alors, comme a cité le docteur Pascal, au Maroc, c'est un contexte arabo-musulman. Donc, et dans la culture musulmane, l'aide aux personnes en détresse est fortement encouragée et considérée comme une vertu. Donc, l'aide aux personnes, donc, c'est conseillé. Et les enseignements islamiques mettent l'accent sur la compassion envers les autres et encouragent les croyants à intervenir pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est recommandé par la religion musulmane et je pense que ça, il dépasse voilà, le devoir, mais il dépasse aussi donc ça rentre dans la culture. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, si je me contente sur les premiers secours et l'influence des croyances sur les attitudes sur les premiers secours, alors certaines personnes peuvent considérer que l'aide médicale est une obligation morale, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la religion, mais certaines peuvent s'appuyer sur la providence divine et minimiser l'importance des interventions humaines. Donc, on dit, quand il y a une personne qui est atteinte de quoi que ce soit, donc on dit c'est quelque chose qui est destiné par Dieu, et donc on minimise, donc on laisse toujours le Dieu, c'est lui qui guérit, c'est lui qui peut intervenir. Donc, donc ça minimise, mais pour certains aussi, certaines communautés peuvent préférer les traitements traditionnels. Donc ça, je parle du contexte, disons, Afrique du Nord. Et aussi, je pense que par rapport, j'ai sillonné tous les pays du MENA et on rencontre de certaines communautés qui privilégient les traitements traditionnels ou les pratiques religieuses. Donc ça, il faut en prendre en considération parce que si je me projette sur les JO, on risque voilà, de trouver des personnes de ce genre. Et donc, voilà. Donc, le MENA, c'est Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc, juste, Passant m'a fait la remarque. Diapo suivante. Alors, en termes de formation au premier secours dans notre contexte. Donc, notre contexte, on a toujours notre centre de référence qui nous accompagne, mais Bassant déjà connaît. On tient compte des valeurs culturelles et religieuses dans nos formations et le formateur doit être sensible à ces préoccupations et aux croyances des participants afin de rendre la formation pertinente et efficace. Et ça, on s'adapte en fonction de l'âge, en fonction aussi de sexe. Et des fois, on a des formations qui nous sont demandées pour une catégorie de personnes. Des fois, on a des femmes mariées chez lesquelles avec qui on doit s'adapter pour donner les premiers secours. Aussi, les vêtements qu'on demande, ça, on prend en considération tout ce qui est culture vestimentaire. Aussi, pour attirer les personnes à participer aux formations, donc on met l'accent sur tous les aspects humanitaires et sur le devoir moral de porter secours aux autres, en accord bien sûr avec les valeurs islamiques de compassion et de solidarité. Et en termes de formation, là je rentre un peu sur comment on attire et comment on adapte les modules. C'est qu'on utilise des scénarios de formation qui reflètent le contexte des participants et intégrer des démonstrations pratiques qui respectent les normes et le respect religieux. Dans cette fenêtre, nous sommes en train de préparer des capsules avec des études de cas spécifiques en fonction voilà, des vêtements, en fonction du contexte, parce que l'aspect vestimentaire aussi, il joue sur la technique. Et des fois, il faut démontrer aux personnes
comment s'y prendre pour sauver des vies. Et c'est comme a dit docteur Pascal, on n'est pas dans l'arrêt d'une hémorragie, mais on est devant une personne qui saigne. Suivante, s'il vous plaît. Alors, par rapport à la famille aussi, donc, docteur Pascal a dit l'importance de la personne âgée. Aussi, donc, si je vous donne le contexte du Maroc sur la notion de la famille, alors il y a une grande solidarité familiale. La famille joue un rôle central dans la prise en charge des situations d'urgence. Donc, il y a cette solidarité et les liens qui sont très, très forts dans la famille marocaine et la famille maghrébine en particulier. Les membres de la famille sont considérés comme responsables les uns des autres. Et en cas d'urgence, ils sont les premiers à intervenir quand il s'agit d'une victime qui est à l'intérieur de chez elle. Donc, voilà. En cas d'urgence, ils sont les premiers à intervenir pour fournir de l'aide. Ils peuvent transporter le blessé. C'est notre contexte. Donc, généralement, quand on a une personne là qui est en détresse dans la famille, donc c'est nous qui transportons. Donc, c'est la famille, les membres de la famille qui transportent vers les victimes ou le blessé ou le patient dans un établissement de santé, contacter les services d'urgence en cas de besoin ou même fournir des soins de premier secours en attendant l'arrivée des secours professionnels. Donc, l'importance de la famille et on a encore, vu le contexte, on a des avantages, c'est que on garantit une réponse rapide aux situations d'urgence, car les membres de la famille sont souvent présents et prêts à agir, mais on a encore des inconvénients qu'il faut mettre sur la table. Les soins professionnels peuvent être retardés si la famille privilégie les traitements à domicile ou les soins traditionnels. Donc, quand on est devant des personnes là de ce contexte, donc il faut bien savoir ça en tête parce que ça pourra impacter notre intervention si on est devant une personne de ce genre. Suivante, s'il vous plaît. Alors, je rentre un peu sur le rôle de genre dans les interventions d'urgence au sein de la société marocaine. Alors, dans la société marocaine, le rôle de genre traditionnel peut influencer la manière dont les interventions d'urgence sont perçues et menées. Alors, nous sommes une société patriarcale où les hommes sont souvent considérés comme des protecteurs de la famille. Dans certaines situations d'urgence, ils peuvent être perçus comme ayant le devoir de prendre en charge la situation et de fournir une assistance, que ce soit en prodiguant des premiers secours ou en organisant l'accès aux services médicaux. Euh, En tout cas, ça met l'homme de sexe masculin devant plusieurs responsabilités. Et aussi, on a remarqué dans le milieu rural, on donne plus d'importance au sexe masculin dans tout ce qui est prise de décision. Euh, les femmes jouent également un rôle important dans les interventions d'urgence, en particulier dans les contextes domestiques. Généralement, dans notre contexte, quand il y a une personne malade, c'est la femme qui prend soin d'elle. Mais les décisions sont prises par l'homme. Alors, les femmes sont souvent responsables de soins aux membres de la famille et peuvent avoir une expertise particulière dans la gestion des situations médicales d'urgence telles que les accouchements. Quand il s'agit des accouchements, généralement, culturellement, ce sont les femmes qui sont admises pour faire accoucher. Et généralement, même, nous avons fait une étude statistique, même auprès d'une classe moyenne au Maroc, et ils ont privilégié que leurs femmes soient consultées et suivies par des femmes gynécologues. Donc, juste ça, c'est la tendance culturelle. Encore, les secouristes de genre féminin peuvent être plus acceptés ou mieux perçus par les personnes secourues. Généralement, si je vous donne l'information que au niveau de notre base de données au Maroc et au niveau du Croissant Rouge marocain, nous avons 86% de nos volontaires sont de sexe féminin
Déjà, le Marocain accepte d'être secouru par une femme plutôt qu'une, qu'un homme, vu l'apport technique et aussi on dit que les femmes ont une fibre un peu émotionnelle, elles répondent bien du côté soutien psychosocial. Ce sont généralement chez nous, c'est les femmes qui excellent dans ce contexte. Merci. Deuxième suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quand il s'agit d'une prise en charge d'une victime, dans notre contexte, donc là, c'est la communication et la sensibilité culturelle. Avant d'entreprendre toute intervention, il est essentiel d'établir une communication efficace avec la victime. Ça, quand il s'agit d'une victime qui est bien sûr consciente, en tenant compte des spécificités culturelles. Donc, respecter les normes de pudeur et de modestie, utiliser un langage respectueux et inclusif, reconnaître les croyances et les valeurs culturelles de la personne secourue et demander la permission avant d'effectuer tout geste ou de toucher la personne secourue, en signe de respect pour son autonomie et son intégrité personnelle. Donc ça, on l'apprend à tous nos sauveteurs et secouristes que avant de faire quoi que ce soit, il faut entamer il faut évaluer la situation de loin. Il faut entamer une communication avec la personne qu'on veut secourir et tout en respectant sa dignité et ses croyances. Suivant. Alors, principalement, je veux parler de la question du bouche à bouche. Euh, alors, culturellement, le contact direct avec la bouche est considéré comme un tabou ou inacceptable. Donc, généralement, ça, quand on a eu le Covid et dans les formations, ça a soulagé tout le monde parce qu'on ne parlait pas de bouche à bouche, parce que c'était quelque chose de... Même en parlant, c'était difficile de convaincre les volontaires même à travailler sur le mannequin avant Covid. Quand est venu Covid, maintenant, on ne parle pas de bouche à bouche et ça a soulagé même les formateurs et ça a soulagé nos volontaires. Alors, dans ce cas, il peut être nécessaire d'expliquer et de démontrer l'importance de cette technique de secours tout en respectant les limites culturelles de la personne. Et avant c'est-à-dire avant de se lancer dans le bouche à bouche, donc il a fallu contourner beaucoup de choses. Il a fallu expliquer à tous les volontaires l'intérêt, et il faut expliquer aussi à toute victime l'intérêt du bouche à bouche. Et même des fois, c'est inacceptable, même si on essaie de convaincre que, surtout quand il s'agit, par exemple, de noyade, etc. Donc ça, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut dire que la technique bouche à bouche, il est disons, il est mal accepté ou inaccepté. Alors, dans ce cas, il est possible d'adapter les techniques de secourisme pour éviter le bouche à bouche. Et directement, quand il s'agit d'une personne là qui est en détresse cardio-respiratoire, et on privilégie directement d'aller directement sur les compressions thoraciques en guise de massage cardiaque. Donc voilà, juste pour vous dire que l'approche de bouche à bouche, il est mal vue et c'est difficile de convaincre les personnes voilà, d'appliquer cette technique. Suivant, s'il vous plaît. Alors, là, on a posé aussi des questions et on nous pose toujours des questions. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle, ce qu'on appelle le BAVU?
Donc voilà, c'est quand on a présenté le Bavu comme pour contourner par exemple la question du bouche à bouche, il a été bien perçu, il a été bien accepté. Donc et voilà, donc le Bavu il est considéré voilà, il est conçu pour fournir une assistance comme vous le savez. Donc il permet de maintenir une circulation d'air adéquate sans nécessité de contact donc pour contourner le bouche à bouche. Aussi, le côté qui repousse aussi les gens, c'est la question de l'hygiène et de sécurité. Le Bavu, son utilisation est plus hygiénique et plus sécuritaire que le bouche à bouche car il réduit le risque de transmission de maladies infectieuses par la salive ou les gouttelettes respiratoires. Encore, diapo suivante. Encore un autre point concernant donc quand on a essayé un peu de reparler donc on a vu que le Bavu il est acceptable mais il faut avoir ce Bavu présent il faut qu'il soit disponible et quand on l'a introduit pour contourner tout ce qui est bouche à bouche donc il faut investir sur le Bavu, il faut préparer dans la trousse de secours quand il y a un DPS. Il faut aussi assurer la formation et aussi faire reconnaître les situations où son utilisation il est appropriée pour le secouriste. C'est la chose donc qu'on ajoute dans les situations dans les situations du ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle euh, et dans les et dans les formations quand on veille, quand on se lance dans des situations voilà de DPS, mais quand il s'agit un peu de sauvetage c'est-à-dire singulier, on ne trouve pas vraiment les personnes qui sont équipées de ce ballon. Donc, dans ce cas, dans les DPS, je vous recommande de mettre un Bavu. Peut-être que vous allez vous euh, entrer en contact avec des personnes chez qui le bouche à bouche n'est pas accepté, soit chez qui voilà, on ne peut pas, il faut, pour des raisons d'hygiène, etc. Suivant, s'il vous plaît. Alors, en cas d'arrêt cardiaque pour une femme musulmane voilée, qu'est-ce qu'on peut recommander pour la réanimer? Donc, il faut déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une communication et avoir le consentement. Donc, avant d'entreprendre toute intervention, communiquer avec ses proches pour expliquer la situation et obtenir un consentement pour fournir une assistance. Donc, ça, c'est primordial. Utiliser un langage calme, rassurant, en respectant la pudeur de la personne, en lui laissant le temps de donner son accord. Donc, ça, c'est primordial. Ça, on le fait. Donc, avant d'entrer, et voilà, bouche à bouche pour une femme, c'est primordial d'obtenir le consentement de sa famille. En termes de modestie et couverture, alors si on est devant une femme voilée, il est important de respecter sa pudeur en préservant sa couverture et en évitant de l'exposer inutilement. Donc ça, c'est primordial, culturel et religieux. Demander à ses proches à aider à ajuster sa tenue pour permettre un accès suffisant à sa poitrine et au haut du torse pour réaliser les compressions thoraciques. Suivant, s'il vous plaît. Alors, qu'en est-il du positionnement et réalisation des compressions thoraciques? Mettre la femme sur le dos, ça, la technique, vous le savez, donc sur le dos et sur une surface dure et plate, généralement sur le sol ou bien sur un plan dur en plastique, etc. On entame la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, suivant les standards en termes de fréquence et de profondeur des compressions. Ça, Alors, pour les nourrissons, il n'y a pas de problème donc, on peut, dans notre culture, on fait beaucoup de baisers pour les nourrissons. Donc, c'est pas vraiment très repoussé de faire le bouche à bouche pour les nourrissons. Et même les petits enfants, là, on peut aller directement vers le bouche à bouche.
Alors, parce que c'est une question qui m'a été posée maintenant. Alors, ou carrément, si on a le ballon autoremplisseur, donc le bas-vue, on peut l'utiliser et dans ce cas, on peut contourner de toucher ou bien contourner de bouche à bouche et respecter la pudeur de la personne. Suivant, s'il vous plaît. Alors, comment contourner de toucher une personne voilée pour la secours? Parce que, alors, des fois, vous pouvez vous rencontrer avec des personnes musulmanes et quand vous tendez, par exemple, la main, la personne ne peut pas, donc le toucher, surtout le toucher entre hommes-femmes, il est pour certaines femmes, et il n'est pas autorisé. Donc, dans ce cas, on veut secourir une personne qui peut-être et c'est prohibé pour elle de toucher ou d'être touchée. Donc là, il faut toujours prendre communication avec la personne ou avec ses proches pour évaluer la situation et fournir des instructions sur les mesures à prendre. Hein, et toujours, je reviens sur le consentement. Restez calme, rassurant et respectueux de sa pudeur tout au long de l'interaction. Encouragez la personne ou ses proches à vous fournir des informations sur son état de santé, ses antécédents médicaux et tout autre détail pertinent qui pourrait aider à déterminer la meilleure approche de secours. Alors, des fois, on est amené à utiliser des démonstrations ou des gestes. Donc, si on veut fournir des instructions ou des conseils sur les premiers secours, on utilise des gestes et des démonstrations pour illustrer les actions à prendre plutôt que de toucher directement la personne. On peut faire des démonstrations ou des gestes sur soi-même, ou bien on peut montrer les gestes ou les démonstrations sur une autre personne, pas sur la femme directement voilée. Suivant, s'il vous plaît. Alors, comment contourner toujours? Alors, encourager à l'autoprotection et encourager la femme ou ses proches à prendre des mesures d'autoprotection si elle est capable de faire. Donc, ça, on parle à une femme qui est consciente. Et si elle est toujours, si elle est capable de bouger, elle peut être encouragée à adopter une position d'attente confortable et sûre en attendant les secours professionnels. Des fois, on est amené à faire une assistante indirecte, donc fournir une assistance indirecte guidant la personne ou ses proches sur la manière de fournir des soins d'urgence. Donc, c'est comme si on fait dans les formations la méthode miroir. Donc, je fais, il y a quelqu'un qui le fait de ses proches, donc directement. Donc, mais généralement, on peut accepter accepter de toucher une femme par une femme, mais généralement, il est repoussé de toucher une femme par un homme. Donc, soit on fait l'effet miroir, soit directement avec une femme qui pourrait faire le geste directement sur la victime ou sur la patiente. Et on peut donner des instructions sur la manière d'appliquer, par exemple, un pansement ou un bandage, ou sur la façon de placer la personne dans une position sécurisée sans avoir besoin de la toucher directement. Donc voilà, je pense que j'arrive à terme. Suivant, s'il vous plaît. Donc merci pour votre attention et je suis à votre disposition s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Merci. Merci beaucoup pour ces présentations. On a pas mal de questions. La première question, une remarque déjà au sens de l'ensemble des questions qu'on a ce soir, c'est la différence qu'on va pouvoir retrouver entre les particularités culturelles et la rapidité des gestes à mettre en œuvre. Parfois, dans ce qu'on entend, dans la présentation que vous nous faites, et ben parfois, même sur un geste urgent, il faut quand même avoir l'aval des proches, expliquer la situation, prendre le temps d'expliquer la situation, pour ensuite passer à la réalisation du geste.
mettant peut-être un certain temps avant d'entamer des gestes de sauvegarde. Voilà. C'est un peu le, l'ambiance des questions, je dirais, qui vont arriver. Alors, je ne sais pas si déjà y a quelque chose qui vous vient pour répondre à cette première remarque. Effectivement, dans les gestes qui sauvent, et surtout quand un arrêt cardio-respiratoire ou une détresse respiratoire, la rapidité et donc la question de temps, il est, il est primordial. Et dans ces situations, donc voilà, en tout cas, des fois, les différences culturelles euh, des fois, j'ai entendu, hein, voilà, je vous dis, j'ai entendu des fois, pour certaines femmes, je préfère mourir que d'être touché par un homme. Donc, ça, c'est des fois la culture, on doit respecter. Et surtout, encore le côté psychologique de la chose. Quand on est devant une personne là, inconsciente, donc le consentement de la famille, si on est chez elle ou bien on est à côté de la famille, ok. Mais quand on est devant une personne là, par exemple dans un DPS, et quand on est devant une personne qui est inconsciente, et donc je pense que on peut aller directement sur le geste. Mais je vous conseille, si vous êtes dans un DPS, mettre une mixité, et dans ce cas, ça peut contourner aussi si on est devant une femme, par exemple, chez qui il faut demander le consentement et l'autorisation des proches. Si on est devant une femme, je pense que il peut être accepté de l'intervention d'une femme secouriste. Et donc, s'il n'y a pas de femme secouriste, c'est-à-dire que c'est une équipe masculine qui intervient auprès d'une victime féminine. C'est-à-dire que, oui, si on a la possibilité, mais du coup, quand on n'a pas la possibilité, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner? Alors, si on est devant un proche, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être il faut bien expliquer et avoir l'aval de ce proche directement. Sinon, il faut lui faire appliquer le geste. Donc, c'est comme ce qu'on fait dans les gestes qui sauvent, l'effet miroir. Donc, on lui explique à la personne, euh, et, et on va vers directement sur le geste. Ce qui complique la chose, c'est quand on est devant un arrêt cardio-respiratoire, et s'il faut, par exemple, appliquer déjà sur la consultation de la respiration, donc et aussi si on veut mettre, par exemple, un défibrillateur, là, ça pose problème. C'est vrai, donc je suis conscient de la chose, mais des fois, on est contraint à ce genre de problèmes culturels. Pour compléter la réponse de Mohamed, Julien, je pense qu'il faut prendre en compte également le fait que nous avons l'habitude dans notre, je dirais, environnement français, d'être aidé par les régulateurs, d'être aidé par les auxiliaires de réponse médicale. Et là, on peut, eh bien, le cas échéant, si nous avons, comme très bien imagé par Mohamed, le problème d'un contact entre un homme et une femme, eh bien, de demander effectivement si quelqu'un de la famille est là ou un proche est là. Et effectivement, on devient un petit peu celui qui va donner les conseils à distance, comme si nous étions par téléphone quand nous régulons, si nous sommes régulateurs. Et de ce fait, eh bien, ça va peut-être de passer évidemment cette barrière qui est le fait de toucher qu'un homme touche à une femme et permettre malgré tout un geste salvateur, bien sûr peut-être pas parfait, mais que l'on peut corriger puisqu'on est sur place et peut-être eh bien permettre l'attente d'arrivée de secours professionnels. Ce n'est bien sûr une réponse qui n'est pas évidemment satisfaisante dans notre culture, mais qui peut l'être dans une autre culture et malgré tout arriver à un résultat qui va améliorer les chances de survie si l'on est dans le cadre d'une urgence vitale.
et peut-être simplement bien permettre le geste sur une urgence qui l'est un petit peu moins et arriver aux fins que l'on souhaiterait si on le faisait soi-même. On est dans le cadre finalement d'une prise en charge qui est beaucoup plus participative avec les proches qu'on ne peut l'avoir lorsque on est sur face à une victime qui présente, enfin, dont les cultures sont partagées et sont les mêmes. Tout à Ça veut fait. dire que ça implique davantage l'équipe de secours à prendre le temps, à trouver les bons mots pour pouvoir faire participer le plus possible l'entourage. Oui, oui, c'est exactement ça, avec toute la difficulté d'agir sur quelqu'un que l'on aime. Donc, il faut que le secouriste soit l'élément facilitateur d'un geste qui pourrait ne pas être fait parce que culturellement, on n'accepterait pas cette intervention entre un homme et une femme. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, effectivement, pour certains de nos secouristes à l'écoute, peut évidemment interpeller, mais qui doit être pris en compte quoi qu'il en soit. Oui, oui, généralement, en fait, dans des situations, si on peut intervenir et on dit, bon, je vois, par exemple, c'est la femme voilée, est-ce que je peux la toucher? Donc, je pense que déjà, les proches, il y a de l'empathie, il y a aussi ils vont aider à ce qu'on prenne, voilà, est-ce on prenne en charge cette victime et ils sont devant une personne qui a expliqué qu'ils comprennent cette interculturalité et qu'ils comprennent que nous sommes devant une personne là qui met en exergue, qui met en valeur les valeurs religieuses, les valeurs culturelles, etc. Donc voilà, quand on n'est pas brusque, je pense que on sera accepté à intervenir. En début de présentation, on a parlé de cette difficulté, de cette appréhension de la judiciarisation. Et du coup, cette judiciarisation, elle fait aussi peur à certains de nos secouristes de dire, bah, finalement, quand on est arrivé, on n'a pas réalisé les gestes aussi rapidement qu'on a pu les réaliser, puisque ben, il faut expliquer à l'entourage, parfois avec des difficultés de compréhension, de barrière de la langue, qui retardent la mise en œuvre des gestes de secours. Et qu'en est-il finalement sur la prise en charge, le retard de prise en charge, retard entre guillemets, hein, parce que retard physique, mais n'est pas forcément au sens culturel. Voilà, quelle est la place de cette équipe face à cette difficulté judiciaire? Alors En c'est fait, une pardon, pardon, vas-y Manuel, vas-y. vas-y. Alors, je partage avec vous ce que nous avons. En fait, oui, effectivement. Nous avons des expériences quand on a quand on recevait beaucoup de migrants subsahariens et aussi nous étions obligés de mixer les intervenants. Donc, je pense que c'est parmi l'objectif de ce webinaire, c'est d'attirer et de sensibiliser tous les intervenants sur ce problème d'interculturalité. Au Maroc, quand on recevait beaucoup de migrants subsahariens, nous étions obligés, en tant que Croissant Rouge marocain, de former des secouristes de ces communautés, de les mettre avec nous dans les équipes, et pour éviter déjà ce que vous avez annoncé tout à l'heure sur la question de communication. Je pense que vous êtes sensibilisés à ce que dans les JO prochaines, ça va être une mixité et on a participé aussi dans le cas du mondial au Qatar, donc sur le recrutement des volontaires de plusieurs nationalités qui ont aidé pour contourner ce problème de communication et ce problème d'une multitude de langues. Voilà, donc je pense que c'est parmi les recommandations de ce webinaire
si vous allez mettre des secouristes, c'est dans ce sens. Merci. Merci pour vos précisions. Dans le cadre des Jeux Olympiques arrivant prochainement, est-ce qu'il y a un guide de bonne pratique, de bonne conduite, expliquant les différences culturelles qu'il peut y avoir avec quelques particularités au titre de ce que vous avez fait ce soir, mais pour d'autres cultures, va-t-on avoir les secouristes présents sur les postes de secours vont-ils avoir un petit fascicule, un récap des bonnes conduites pour faciliter la prise en charge de ces victimes? Alors, il n'y a pas, évidemment, ce serait tellement simple d'avoir un mode d'emploi, prenant en compte la prise en charge interculturelle. Il est clair que aujourd'hui, je vois passer quelques questions sur les chats. Chacun d'entre nous, nous sommes face à des situations qui parfois sont difficiles et qui peuvent être résolues uniquement par des interventions éventuellement de la force publique. C'est le cas du refus de soins à un enfant, par exemple. Le refus de soins à un enfant, même pour un médecin, est de toute façon une réalité, parfois, et que là, seule l'arrivée de forces de police peut, en tant que protecteur de l'enfant, le médecin peut demander l'intervention de la police. Mais vous pouvez le comprendre qu'en tant que secouriste, la situation est complexe. Il en est de même pour le retour. Et je voyais une question sur le retour qu'un secouriste pourrait avoir sur une situation qui tourne mal, entre guillemets, dans laquelle eh bien, il n'aura pas pu faire le geste qu'il aurait souhaité faire. Ce sont des situations qui sont des réalités de terrain fort heureusement rares, mais qui peuvent exister. Et à ta question, Julien, non, hélas, hein, il n'y a pas, à ma connaissance, je dirais, de petits vadémécum de l'approche multiculturelle. Notre, notre modeste présentation est à la disposition de chacun, mais hélas, il n'y a pas d'autres documents à ma connaissance en la matière. Merci Pascal pour ces précisions. En termes de barrière de la langue, on a parlé au début et tu présentais les 3 L. Entrer en contact avec une personne, échanger avec elle, ça suppose de pouvoir que cette personne comprenne ce qu'on lui dise et inversement. Est-ce qu'il existe des petits livrets, hein, à la même histoire que pour la conduite physique, mais là vraiment sur la langue, est-ce qu'il existe quelque chose qui faciliterait la communication par les secouristes pour prendre en charge des personnes étrangères, de langue étrangère? Alors là, la réponse est simple, hein. L'ensemble de nos secouristes sont dotés de smartphones. Il est clair qu'aujourd'hui, on a plein d'outils qui permettent d'assurer une traduction. L'un des meilleurs traducteurs est DeepL, D2EPL. Il est gratuit. C'est vrai que là, c'est vraiment la situation qui permet, y compris en dictant à la voix, sur son smartphone, d'assurer une traduction dans de multiples langues. Donc là, je dirais qu'il serait dommage aujourd'hui de rester sur une, je dirais, une culture papier. Il ne faut pas hésiter à utiliser son smartphone parce que ça permet effectivement de faire sauter des barrières qui là ne sont plus les barrières culturelles, religieuses, mais simplement des cultures linguistiques qu'on connaît effectivement faible pour le français et qui est, je dirais, moyen, mais en fait, en général, les langues sont mal connues de nos compatriotes, hélas, y compris l'anglais. Et donc, il faut effectivement se servir maintenant de cette intelligence qu'ont nos smartphones pour eh bien, assurer une communication. On le voit d'ailleurs
dans d'autres actions que nous avons sur le terrain, l'accès aux migrants, dans nos camps d'accueil des migrants que nous menons chaque jour dans certaines régions de France, eh bien, l'accès au smartphone permet parfois eh bien, d'assurer une discussion. Par ailleurs, effectivement, il y a pour un domaine, parce que je le vois apparaître, on peut le citer, c'est Medicpro Medipicto qui permet, mais qui est plus technique, d'aller vers une explication de gestes techniques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie peut nous aider en la matière. Par ailleurs, je vois que on nous dit qu'il existe, et ça je suis content. Merci beaucoup à Léandre. Il nous dit qu'il existe un livre qui s'appelle Le Guide des acteurs d'urgence face aux pratiques culturelles et religieuses aux éditions 7. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Il faut le noter, chacun d'entre nous, parce que vraiment, si ça existe, ben, mais il faut le lire. Ça ne peut être que très positif. Merci, Alors, le, regi- merci. excuse-moi, le registre de 25 langues pour y avoir participé, oui, oui, mais comme je vous dis, prenez votre téléphone, c'est vraiment l'outil de choix. Pardon. Merci en tout cas pour tes présentations. On a balayé un bon nombre d'interrogations, hein. Comme chaque fois, hein, ces opérations terrain, elles remontent un certain nombre de sujets dont on pourra encore parler des heures et des heures, tellement, tu le dis bien, Pascal, ben, il y a pas de guide, il n'y a pas de réponse. Il y a des grands principes à suivre et c'est ceux que vous nous avez brillamment fait part ce soir. Merci pour ça et je repasse la parole à Cédric. Merci beaucoup, Julien. Pascal, est-ce que tu peux relancer la présentation du diapo, s'il te plaît? Juste pour vous présenter le thème du mois prochain, parce que c'est un thème, encore une fois, d'actualité, puisque vous allez y être confronté tout au long de cet été. C'est le 21 mai de mémoire. Alors, voilà, 27 juin, pardon, 21 mai, c'était aujourd'hui. Le 27 juin, sur les accidents liés à la chaleur, notamment le coup de chaleur. Comme vous l'avez vu, certains, peut-être, si vous avez été au marathon de Paris, etc., on a testé des choses et on va pouvoir vous expliquer quelle est la bonne conduite à tenir face à ces coups de chaleur. Et on aura de la chance puisqu'on aura un intervenant extérieur qui sera le docteur Briche, docteur Frédéric Brich, qui travaille au BSP, à la BSPP, je vais y arriver, et qui sera avec nous du coup pour nous parler de ça, puisque elle a travaillé dans tous les travaux pour faire en sorte que tout se passe bien le jour J. Merci beaucoup à toutes et tous. N'oubliez pas de remplir le formulaire de satisfaction, nous donner vos retours et comme ça, nous aussi, on pourra adapter les prochains programmes. Merci, docteur Bindali. Merci, docteur Cassan aussi pour votre présence, d'avoir pris le temps pour les diapos, d'avoir pris le temps pour cette présentation. Merci aussi à Bacinthe qui était derrière pour l'organisation de cette session. Merci Manori et Julien, comme d'habitude, fidèles au poste sur ces opérations terrain. Et on pense très fort à toutes les personnes qui travaillent autour de ces visios. Merci beaucoup. On retrouvera le webinaire au plus vite, toujours pareil, sur la playlist YouTube de la Croix-Rouge française, Opération Terrain. Et d'ici là, on souhaite une bonne soirée. Rendez-vous le 27 juin, du coup, pour parler du coup de chaleur.